Hello everyone. First of all, I want to say my English is not at all as fluent as it should be to take part in this conference, and I don't speak French at all, so I'm very sorry for lots of mistakes I'm going to make, and please be patient. As for this Refugee 39 book, well, unfortunately, it has practically no connection with machines. It is mostly the story in which I try to give a new life to Russian, or maybe not exactly Russian, but Slavic folk characters, like Baba Yaga, and we also have Kashey the Immortal, and many others. The point is that each child in Russia knows practically good those characters, but what we know is a very light version of them. It is a version for cartoons, for fairy tales, for the kids of 2 or 3 years old. And those characters are actually they started centuries ago, and they are parts of a great mythological world. They are very ancient, and actually they are very they are terrific. They are not for kids, and so I try to give them kind of new life. And this is the story in which there are two levels of the plot has two levels. The first is the fairy tale level, but with the really terrific, monstrous, mythological heroes. And another layer is like reality, normal life, and there is a woman who tries to find her kid, like in the fairy tale, who is lost, and so she goes for him from the reality to that fairy tale world. I have another book which is called The Living. It is in French. It is Le Vivant, if I'm not mistaken, and that book has to do something with machines, actually. No, this one. I can talk about any of my books, sure. You mean, you asked me about the movie, the first squad. All right. Well, the movie, it is an anime. It was made by Russian guys, but they made it in Japan, and it is anime about Russian pioneers who were resurrected from the dead during the World War II and tried to somehow help to win the battles. What I did was some kind of fantasy on this theme. I wrote the novelization, but I didn't write the same story. I wrote another one, which takes place in our times, and but there are some references to that story with the pioneer resurrection. L'Alcrossman, vous proposez une littérature de magie qui joue avec les codes. Vous multipliez les références à des œuvres connues, mais en les détournant d'une certaine manière. Et j'ai remarqué deux choses dans votre trilogie des magiciens qui court sur les 3 volumes. La première, c'est l'importance du temps. Il est toujours question de temps, de chronomètre, le carrosse horloge, la fille qui lisait le temps, donc une problématique. Et justement, une magie qui s'accommode très bien des machines. Je pense par exemple à la machine de Stoppard qui crée des bulles d'invisibilité. Quel est votre intérêt justement de mêler machine et magie? It's always when you're writing fantasy, it's
set in the present day is always it's always an uncomfortable moment when magic and technology sort of rub up against each other. I have a strong sense that the real founding voices of the modern fantasy novel, Tolkien and Lewis, were reacting very strongly against technology. Their Middle-earth and to some extent Narnia were visions of a world in which the Industrial Revolution had been rolled back and from which technology had been subtracted. These are people who had lived through not only the advent of mechanized warfare in World War I, but also the replacement of horses by automobiles, the electrification of cities, the replacement of gaslight by electric light, and they longed for this world where all these things were erased, and we had a different kind of power that was more personal, more emotional, more spiritual, more organically connected to the world around us. So when you now when you write fantasy set in the present day, technology is intruded into our lives so thoroughly that you can't erase it anymore. It's indelible. And so you have fantasy interacting directly with its opposite, which is it's a difficult thing. I was very keen in the magician's books to have. I tried to put clockwork and chronometers everywhere, simply because the dream of magic was the idea of eliminating time or making time relevant and eliminating the possibility of change and loss and death. It's a magic world, but it's haunted by the reality of time and technology and ultimately death, which even magic can't stave off. Alors François, vous êtes une machine nécrophonique, tous les samedis déjà. Vous faites. J'en suis une moi-même et j'en fais fonctionner. Vous faites parler des morts, vous les écoutez. Oui. Peut-être vous écoute-t-il aussi. J'espère. Oui. Parler dans le vide. Parler au vide. Je peux vous rattraper en podcast. Voilà. Oui. Alors justement, quel est au fil de ces années de radio votre sentiment à réécouter justement ces bancs quand vous tombez sur un enregistrement d'une personne que vous connaissez mais que vous ne connaissiez pas cet enregistrement, une personne disparue, on conserve une affection, un intérêt pour ces voix du passé? Oui, absolument. Il y a deux solutions. Soit la voix correspond à une période de votre existence. Alors effectivement, c'est des voix que j'entendais quand j'étais enfant. Je pense par exemple à Frédéric Potcher, le célèbre chroniqueur judiciaire, qui était véritablement la Sarah Bernard des actualités judiciaires des années 50-60 et qui ne pouvait pas raconter un procès sans être à la fois l'avocat général, l'avocat de la défense, le président, la victime et l'accusé. Donc ça donnait lieu à des... Alors ça, je ne peux pas le réécouter sans... C'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a d'abord la prise de son est toujours datée, donc effectivement ça renvoie tout de suite à un cadre historique, à des objets, à une sensibilité, à tout un monde d'images, et puis après il y a la manière de parler, donc effectivement tous ces documents sont des documents qui jouent sur plusieurs plans à la fois. Mais j'avoue qu'on parlait là d'Edison, c'est amusant, je pense que la radio est une machine qui fait parler les morts, qui fait surtout parler les absents. Parce que c'est ça, la radio, c'est quelque chose qui fait parler les absents. Et qui répond à une autre machine à créer des morts, c'est la guillotine. Je ne pense pas qu'il y ait eu la radio s'il n'y avait pas eu la guillotine. Je veux dire par là qu'il y a le traumatisme quand même des exécutions en masse, avec ces têtes, donc l'organe de la phonation, là où il y a la bouche, les cordes vocales qui apparaissent brusquement. Je ne pense pas qu'il y ait eu la radio s'il n'y avait pas eu la guillotine. Et donc à partir de ce moment-là, ça a généré toute une fantasmatique du discours des morts et l'idée que les morts pourraient reparaître. Effectivement, il y a tous les contes fantastiques, La fille au collier de velours, le Washington Irving, Dumas, Hoffman, c'est une histoire qui a été reprise. C'est ça pendant la Révolution, cette femme qui a un collier de velours et quand on enlève le collier, la tête tombe. Voilà, et puis toutes les histoires qui ont suivi. Et le plus important, je fais allusion aux travaux d'une historienne qui s'appelle Anne Carroll, qui est toutes les tentatives sous la Troisième République d'aller capter les derniers signes
de vie possible dans des têtes coupées. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque, sous la Troisième République, où dès qu'il y avait une exécution capitale, à peine la tête avait-elle été tranchée, était-elle tombée dans le panier de son, qu'on voyait bondir les gens du laboratoire, d'un quelconque laboratoire scientifique, qui immédiatement s'emparait de la tête et essayait de capter éventuellement une voix, le son, ou de la réactiver avec des électrodes et du courant électrique. Donc il y a véritablement un besoin, justement, qui, à mon avis, date de cette période révolutionnaire, de faire reparler les morts. Ça a été accentué par la naissance du spiritisme aux États-Unis et tout son énorme succès en Europe et notamment en France. Donc avec le spiritisme était une sorte de... C'est beaucoup plus archaïque au sens où ça ne nécessite pas une technologie particulière. Mais sinon, aujourd'hui, il y a... Philippe Baudouin connaît bien le Père Brune et toute cette école qui fait parler les morts, qui est un spiritualiste. Et ça, moi, je peux vous en parler en tant qu'homme de radio, parce que j'ai fait un reportage sur le Père Brune, personnage extrêmement étrange, avec qui j'ai rendu visite dans un petit appartement à l'époque du 15e, qui est entouré de cassettes, de petites cassettes audio, dans lequel il n'y avait que des discours des morts. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a des médiums, il y a des gens qui ont cette capacité d'attirer sur eux la présence de l'au-delà, la présence des morts, la présence des défunts. Et il suffit, une fois que ces gens sont en transe, sans se rouler par terre, sont en transe, de maintenir autour d'eux des capteurs, que ce soit des capteurs visuels, alors des télévisions, ou des capteurs sonores. Et on fait tourner. La personne est en train, elle s'adresse aux morts, et on fait tourner. Et après, on écoute. Et c'est là où l'exégèse savante du Père Brune intervenait, c'est qu'il entendait la voix des morts qui était imprimée sur la bande magnétique, mais pas de manière évidente, puisqu'il fallait soit accélérer la bande, soit la ralentir. Et moi j'ai vu cette scène fabuleuse où on entendait effectivement une espèce de voix comme ça. La source de cette voix, je ne sais pas, bon, toutes les hypothèses sont possibles. Et alors, il vivait la chose avec le mort. Oui, regardez, elle parle à sa mère. Maman, maman. Et là, on entendait, effectivement, la voix, c'était mouti, ça devait être une conversation téléphonique en Allemagne, je ne sais pas quoi. C'était extrêmement impressionnant. Et ce document sonore a ensuite été expertisé sur les ondes de France Culture par Yann Parentoen, qui est décédé aujourd'hui, que je salue, qui était vraiment à l'époque ce qu'on appelait le sculpteur de son, le grand spécialiste des mixages, grand créateur radiophonique, et qui expertisait, disait, mais oui, là j'entends un point de montage dans le discours du mort, est-ce qu'il n'y aurait pas un... Voilà. Donc effectivement, je crois que c'est une espèce de hantise, et la radio à sa part, puisque effectivement la radio, ça n'est que ça. Alors il y a le direct, heureusement, mais quoi, le mieux si on entend des morts en direct, alors là ça devient extrêmement intéressant. Mais il y a surtout les archives sonores, et là avec toute le kitsch, l'émotion que ça peut charrier.